Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner le test de cette Fiat Panda de 3e génération. Panda dont vous avez déjà vu la fiabilité il y a quelques temps. Là, c'est l'autre vidéo, c'est la vidéo du test. Donc, on va regarder la qualité et les défauts de cette voiture. Est-ce que c'est intéressant à conduire? Est-ce qu'elle remplit son office? La Panda de 3e génération, ici accompagnée de son moteur 1,2 litre de 69 chevaux, le fameux moteur Fiat 1,2 litre qu'on a retrouvé depuis des dizaines d'années maintenant, accompagné de cette finition Easy, finition Easy qui est plutôt une finition basse, c'est pas la plus basse, mais on est sur une finition plutôt basse sur cette Panda de 3e génération. On va les laisser tout de suite et voir ses qualités et ses défauts dans son ensemble pour voir si cette voiture low cost vaut encore le coup aujourd'hui. Donc cette Fiat Panda sortie en 2012, c'est la 3e génération, reprend donc un peu les codes stylistiques de sa devancière qui avait eu également une dizaine d'années de carrière, hein, la Panda de 2e génération, qui tranchait radicalement avec la Panda première du nom qu'on a eu également avec sous le label Fiat avec la Marbella, à l'époque où Fiat et Seat avaient l'habitude, on va dire, de travailler ensemble. Cette Fiat Panda de 3e génération, comme je disais, reprenait un peu le style de la 2e génération, ce côté un peu petit monospace, voiture citadine assez haute et assez fine, donc qui permettait d'avoir une voiture en ville avec un gabarit assez compact. Je trouve que c'est un peu moins marqué sur cette Panda par rapport à la précédente. Les rouges, j'ai l'impression, sont un petit peu moins dans les coins. L'autre, ça me faisait vraiment cette sensation là. Alors évidemment, c'est moins marqué parce qu'en fait les demandes de progrès au niveau des chocs essentiellement à l'avant pour les piétons fait qu'on a des pare-chocs à l'avant qui sont un petit peu plus proéminent qu'avant. Avant, on avait vraiment l'impression que la Panda, elle avait les roues vraiment dans les quatre coins. Sur la 2e génération, ça le fait un peu moins sur la 3e, mais malgré tout, au niveau du style, ça reprend beaucoup de choses et ça coupe complètement de la première série qui était vraiment une voiture taillée à la serpe. Là, c'est une voiture assez arrondie, qui a un peu surfé sur le succès de la Fiat 500. Alors, on a une forme assez joyeuse, assez féminine, je dirais. On a des rondeurs rassurantes. Voilà, on a un style qui, en tout cas, qui plaît. Je trouve qu'on voit un petit peu moins, par contre, cette Panda de 3e génération par rapport à la 2 et à la 1, surtout. Bon, la 1 a quand même assez disparu, alors que dans les années 90, on envoyait des tonnes sur la route. À l'époque, c'était avec un argument à 39 000 francs. Je crois même qu'il y a eu une période où c'était même 35 000 francs dans les années 90. Donc ce qui fait que c'était vraiment absolument pas cher comme voiture. Et un modèle comme celui-ci, puisque celle-ci est de 2019, un modèle comme celui-ci en 2019, c'était une voiture à 11 500 €, ce qui était absolument correct également en termes de tarifs, hein, vu les différentes inflations, etc. Forcément, on a des tarifs qui peuvent plus être identiques à ce qu'ils ont été il y a quelques années. Et donc cette voiture, d'un point de vue du style, avec cette grande hauteur et ces dimensions assez compactes, sont assez appréciables et assez appréciées, et du coup rendent vraiment la tâche en ville a priori assez pratique. Autre chose qui rend assez pratique l'utilisation en ville, c'est la protection latérale et la protection avant-arrière des pare-chocs. Donc ça, c'est un bon point. Les citadines de plus en plus se passent de ce genre de choses. Évidemment, ça paraît moins esthétique et ça donne un aspect moins haut de gamme qu'un coupé sportif. La Clio 4 ou Clio 5 fait nettement plus statutaire grâce à ces protections qui ont tendance à disparaître. Malheureusement, au départ, ça reste des voitures de ville et il faut évidemment les protéger, parce que si vous ne les protégez pas, elles dépérissent très vite en qualité de peinture. Et ces Pandas, elles ont un avantage de ce côté-là, c'est que vu qu'elles sont très bien protégées, c'est les plastiques qui prennent sur des petites villes
ou des grandes villes, et du coup elles ont un niveau d'usure qui est absolument honnête de ce côté là. Donc puis finalement ça participe aussi à un certain charme d'avoir des grosses protections latérales. Ça permet d'avoir une sensation de solidité sur sa voiture qui n'est pas à négliger, on va dire, entre guillemets. Je trouve que l'aspect extérieur, bon, je suis pas fan, c'est pas mon credo de voiture, on va dire, mais on a quelque chose qui paraît utile et fonctionnel, et ça, c'est déjà pas mal. Cette version est une version Easy, comme je disais tout à l'heure, qui est une version assez basique dans la gamme Panda. Par contre, elle est agrémentée d'un certain nombre d'options, comme cette peinture qui n'est pas la peinture blanche d'origine, hein, vous l'aurez remarqué. J'ai pas le nom de la peinture malheureusement, mais c'est, je sais, une peinture optionnelle. Il y a également les barres de toit qui sont en option. On a les vitres et la vitre arrière et les vitres latérales qui sont surteintées, alors que les vitres avant ont le teintage standard. Donc ça, c'est des équipements qui sont supplémentaires par rapport à une version Easy. Ça améliore également l'aspect. On peut voir ici, petit détail, que le marquage Panda est présent sur les feux arrière. Et également, petit détail, stipulé à signaler sur les panneaux de porte. On a également une surimpression avec le motif Panda. À l'intérieur, on découvre une finition qui est évidemment très sommaire, hein. On a des plastiques qui sont très basiques. On a de la moquette sur les portes, mais qui est une moquette qui est très fine, hein, presque du sopalin. Cette moquette de sol également est également très fine. On est sur du très rêche, mais c'est normal, hein, c'était une voiture qui était pas rush pour le coup, donc évidemment on privilégiait les aspects pratiques et les aspects fonctionnels à une qualité de matériaux exceptionnelle. À un moment donné, il faut qu'on en ait pour notre argent. Et là, pour le coup, je trouve malgré tout qu'on en a pour notre argent, parce qu'on a un tableau de bord qui est assez fonctionnel, et pour une utilisation en ville de cette voiture, et bah, on a l'essentiel. On a un certain nombre de rangements, on peut dégager ses poches. Ce que moi je pourrais regretter par contre, c'est qu'on n'ait pas des rangements qui ferment et qui ferment à clé, parce que évidemment quand on a son câble comme ici qui dépasse de la boîte de rangement, forcément il peut y avoir un malotru qui soit tenté de nous soustraire de notre petit câble, ce qui est assez dommage. Également, la porte de boîte à gants dessous est absente. On a des rangements dans les portes qui sont assez gros, où on peut caler pas mal de choses, ainsi qu'une bouteille. Donc ça, c'est bien de ce côté-là. On aurait donc mérité quelques rangements isolés des regards indiscrets, ça aurait été assez appréciable. Sinon, pour le reste, pas grand chose à signaler de ce côté là. On a un équipement qui est assez basique sur les versions de base, mais sur ces finitions Easy, c'est pour moi l'essentiel d'une voiture d'aujourd'hui. Il n'y a pas forcément besoin d'aller sur les finitions supérieures, ni même sur les gros moteurs sur ces Fiat Panda. Là on a quand même la climatisation, on a un autoradio Bluetooth, on a un petit ordinateur de bord, on a les vitres électriques et la direction assistée. Avec les équipements de sécurité obligatoires, pour moi, il n'y a pas besoin forcément de plus sur cette Panda. Faut pas non plus pousser et prendre des équipements supérieurs, à mon avis. Sinon, vous risquez un coût en termes de panne relativement important. Ce qui n'est pas le but quand on s'offre les joies de la Fiat Panda. Une fois que je ferme les portes de cette voiture, j'ai un habitacle. Alors je suis assis assez en hauteur dans cette voiture. Le siège n'est pas désagréable. J'ai eu des Fiat avec des sièges beaucoup plus désagréables que ça. Alors il y a toujours, je trouve moi, ce côté maladif chez Fiat de vouloir bomber cette partie-là exagérément. J'aimais pas ça dans les Fiat 500, j'aimais pas ça dans les grandes Punto, j'aimais pas ça dans les Brava, les Bravo, machin. J'ai ce même problème, c'est-à-dire que je vais ressortir de cette voiture, je vais avoir les fesses bombées, c'est comme ça. Je trouve que c'est exagéré de ce côté-là. On pourrait avoir au minimum la joie d'un réglage lombaire important. Et là on ne l'a pas du tout, et donc on est obligé de se taper cette boule dans le dos. Moi je ne suis pas hyper fan, mais bon, il y en a certainement certains que ça doit apprécier, ils doivent apprécier cette petite chose. Hormis ça, le siège ne souffre pas particulièrement de critiques. Évidemment, c'est pas un siège Recaro de gamme, mais pour ce qu'on lui demande de faire, c'est absolument correct, c'est très bien.
Autre chose qui est très bien dans cette voiture, c'est la vision latérale. Vu qu'on est assis en hauteur, alors il y a certaines Panda où on peut avoir en option le réglage en hauteur du siège. Celle-ci ne l'a pas. Je touche de partout, celle-ci ne l'a pas. C'est bien ce qui me semblait. Donc on est assis forcément un petit peu haut. Mais bon, pour les clients qui cherchent ce genre de choses, c'est pas forcément plus mal. Et puis pour les personnes âgées non plus. De ce côté-là, c'est plutôt bien. La rétrovision latérale est bonne. La rétrovision dans les rétroviseurs est également absolument correcte. Par contre, les montants de pare-brise sont extrêmement importants vis-à-vis d'une voiture citadine. C'est assez dommage, hein. C'est très proéminent cette histoire de cache rétroviseur. Alors il est très bas de gamme, très basique et machin. On peut aussi noter qu'il n'a pas les rétroélectriques de série, c'est une option. Mais entre le montant qui est très important et cette histoire de rétro, ça nous bouge quand même pas mal la vue sur les angles. Et donc pour ce qui est des priorités et des accès au rond-point, ça peut être assez gênant, même pour un piéton qui arriverait un peu vite sur le côté. Je trouve ça toujours assez compliqué de ne pas avoir une bonne visibilité sur une citadine, mais c'est le cas souvent sur les voitures modernes. Et là, mais je trouve que c'est quand même particulièrement important de ce côté-là. Après, les vitres surteintées font leur travail et la rétrovision arrière n'est pas forcément mauvaise. Et on a aussi la joie d'avoir une troisième fenêtre sur la partie arrière qui nous agrémente d'un anti-angle mort plutôt appréciable et bienvenu également sur une voiture de ville. Après, pour le reste de la position de conduite, il y a des réglages qui sont assez minimalistes, hein. On a le volant réglable malgré tout en hauteur et en profondeur. On a un levier de vitesse à 5 rapports. Par contre, comme d'habitude avec ces voitures, avec ces consoles qui reviennent comme ça, j'ai souvent le genou qui touche le montant. Alors c'est moins dérangeant pour moi sur ce genre de voiture parce que je sais que c'est pas avec ça que je vais faire des centaines de kilomètres, bien qu'il y ait des personnes qui le font. Et ça reste malgré tout moins pire sur cette voiture-là que sur d'autres, et entre autres d'autres citadines. J'ai d'autres citadines qui m'enquiquinent bien plus de ce côté-là au niveau du genou. Mais là, bon, il y a malgré tout ça, et avec 1 heure de bouchon, par exemple, ce qu'on peut avoir nous quotidiennement en région parisienne, ça pourrait être problématique, mais c'est pas non plus dramatique. Après, le reste, les commandes tombent plutôt bien sous la main. Il y a quelques fonctions supplémentaires au niveau de l'autoradio qui sont présentes. La clé se présente comme ça, hein, très, très classique. Et donc si j'appuie ici, on a la mention Fiat qui apparaît avec différentes choses, différentes fonctions dans la radio, différents menus, etc. La ventilation ou climatisation marche pareil très basiquement. Les vitres sont plutôt bien placées. On aurait peut-être mérité un warning un peu plus gros, placé un petit peu différemment pour avoir un meilleur accès à ça. Peut-être qu'il aurait fallu le placer là à la place du capteur d'air. Après voilà, on est dans les détails. Et après le compteur de couleur orange est assez basique, assez lisible. On a l'essentiel, hein, on a l'ordinateur de bord, on a une consommation moyenne entre 6 litres et 6 litres 5 sur ces voitures, 6 litres 5 au 100, donc c'est assez correct. Et après sinon de gauche à droite on va retrouver le compteur de vitesse, toutes les fonctions d'ordinateur de bord, la jauge à carburant, et puis à droite un compte-tours assez gros, donc rien de très compliqué, exceptionnel dans cette voiture, dans son fonctionnement, assez classique, assez basique. Mais finalement je suis pas si mal et on pourrait imaginer bien pire de cette voiture avant de prendre place à bord, donc c'est absolument correct. À l'arrière de cette Panda, nous avons donc une vitre manuelle avec, voilà ce que je voulais montrer, une ouverture que je trouve assez faible. L'ouverture de la vitre arrière est assez faible, ça aurait mérité un peu plus, mais malheureusement comme la roue en fait revient bien sur la porte, la vitre quand elle descend, forcément elle se retrouve bloquée ici, ce qui fait qu'on a une descente qui est malheureusement assez limitée sur cette voiture. J'avais oublié de préciser qu'évidemment les intérieurs sont pas tout le temps noirs sur les Pandas. Ils ont mis des intérieurs noirs maintenant pour agrémenter et pour donner une meilleure image de qualité que des plastiques gris, bleus, etc. Par contre les sièges sont souvent de couleur, hein. Là ici ils ont des parements de rouge, parfois c'est bleu au jaune, etc. Ils essaient un peu d'égayer l'habitacle, hein, comme ils le peuvent. Et là pour le coup c'est du rouge à l'intérieur, donc bon, c'est quelques petits détails comme ça.
Et quand je m'installe à bord de cette voiture, j'ai un accès qui est assez facilité grâce à la garde au sol assez haute. Là, j'ai encore pas mal de place au-dessus de ma tête, hein. J'ai encore 10 cm au-dessus de moi. Les appuis-têtes sont assez gênants dans mon dos. On est assis très droit et j'ai le siège assez sur mes genoux. Par contre, mes pieds arrivent à glisser en dessous. Mais par contre, je pense que je peux vite gêner le conducteur. Déjà qu'il a un lombaire assez compliqué, je pense que je peux le gêner assez vite en touchant son dos avec mes genoux. Parce que évidemment, le siège n'est pas très épais. Évidemment, on n'est pas sur une classe S, donc forcément on a ce petit défaut là. Bon, il n'y a pas beaucoup de place dans cette voiture. Là, elle est homologuée 5 places celle-ci. À 5, c'est galère. À 4, ça va encore, je pense. Enfin oui, à 4, ça va. On a de la place ici de séparation. Par contre, à 5, faut pas être costaud parce que sinon ça va pas être triste. Voilà, donc après pour le reste, pas grand chose à signaler. On a quand même un petit bac de rangement, on a des vitres manuelles. Voilà, bon, c'est un minimum automobile, hein, donc voilà, on n'attend pas grand chose, mais on aurait aimé peut-être avoir un peu plus d'ouverture de vitres arrière, bien que quand je suis à l'intérieur, finalement, ça me choque pas plus que ça. Je suis pas très bien installé, j'irai pas à Marseille en partant de Paris, mais pour faire de l'appoint, du dépannage ou pour mettre des enfants à l'arrière, pour les emmener à l'école, c'est plutôt, ça va, c'est plutôt encore correct. Avant de passer aux mesures, on va passer au coffre de cette voiture. Le coffre nous devine une dimension assez carrée des choses. On peut voir, il n'y a pas vraiment d'artifice dedans. On a la structure de la banquette en métal, banquette qui se rabat d'un seul tenant, donc c'est passager ou bagage. La tablette arrière est assez basique, cordelette, rien d'exceptionnel de ce côté-là. On a un coffre assez carré, d'une contenance, on va dire, suffisante pour emmener les courses. Loin d'être ridicule, hein. Une C1, c'est beaucoup plus petit que ça, c'est ridicule le coffre d'une C1. Là, ça doit faire 2 fois le volume, donc c'est absolument correct de ce côté-là. Ils ont fait une petite compensation au niveau des sièges arrière, un peu plus petits peut-être, pour avoir ce coffre un peu plus important qui permet d'emmener les courses pour une petite famille, on va dire, pour 4 personnes, hein, pour vous donner une idée. Je pense que ça rentre. Après, pour des bagages et partir en vacances, je pense que c'est plus compliqué. Mais on va prendre les mesures tout de suite. Alors, pour les mesures, nous allons retrouver 38 cm en longueur de coffre. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose de très très important, mais bon, il a le mérite d'être carré ce coffre. On a par contre la délicieuse surprise d'avoir un 1,17 m en largeur, ce qui compense beaucoup, et c'est ça l'impression visuelle, je pense, que j'ai sur cette voiture. Par contre, à mon avis, la largeur au coude, ça ne va pas être fameux. Elle m'a semblé assez étriquée cette voiture. 1,23 m, 1,24 m même, on pourrait dire, en largeur et en longueur disponible pour les pieds, pour les genoux. Nous avons quasi 48 cm, c'est un poil moins qu'une Clio, je pense. Mais finalement, c'est pas grand chose de moins comparé à l'encombrement extérieur. C'est une valeur absolument correcte. Et dernier point, avant d'aller essayer cette voiture, c'est son moteur. C'est un petit 1,2 litre 4 cylindres, 8 soupapes, 69 chevaux, moteur largement éprouvé, qu'on a vu sur nombre et nombre de Fiat, hein, que ce soit les Punto, les Ypsilon chez Lancia, les Fiat 500, etc. Enfin, on l'a vu partout ce moteur-là, hein, sur toutes les citadines de la marque. C'est un excellent petit moteur d'un point de vue de la fiabilité, c'est absolument correct. Et on va aller l'essayer tout de suite sur la route pour voir s'il dispense d'un agrément encore actuel ou si il est à rebuter, à laisser aux oubliettes. Nous voici donc au volant de la Panda 1,2 litre, 69 chevaux,
La finition Easy, la 2019. Donc la première chose qu'on constate avec cette voiture quand on la met en route, c'est le niveau sonore assez élevé immédiatement. Niveau sonore assez qualifié à l'ancienne, on va dire. Un peu comme pourrait l'être une voiture des années 90. Le moteur est assez à l'ancienne, hein, donc le niveau sonore aussi est assez... on va dire qu'il n'y a pas beaucoup d'isolant dans cette voiture, donc évidemment on entend un petit peu le moteur. C'est pas dramatique non plus, mais on l'entend un petit peu. Là comme ça, la direction est assez légère. C'est compliqué des fois les gens. Bref. Qu'est-ce qui se passe ? Donc niveau sonore un petit peu élevé, position de conduite un peu surélevée, donc ça c'est le côté moderne de cette Panda. Après le côté à l'ancienne du niveau sonore, je sais pas ce qu'il y a, hein. C'est un peu galère, mais désolé, on n'avance pas beaucoup. Alors qu'il est pas tellement tard, mais bon. Parfois on est pris par des situations bizarres en Ile-de-France. On ne sait pas ce qui se passe, il y a un bouchon pour rien. Je précise qu'on est à 40 km de Paris quasiment. Nous ne sommes plus épargnés par ces choses-là à peine 14 heures. Par contre le moteur, maintenant qu'on peut l'essayer un petit peu, on voit qu'il a quand même un certain répondant en ville. Là, sur les premiers rapports, on le sent assez dynamique. Donc ça c'est bien. Il n'a pas de mal à décrocher au feu rouge. La voiture, il y a deux positions de direction. Jusqu'à 30 km/h, on a une fonction qui s'appelle City, qui existe depuis un peu plus de 20 ans maintenant chez Fiat. On avait ça à l'époque sur les Punto 2. Et en fait, la direction déjà qui est relativement légère à l'origine, et on a une surassistance électrique, ce qui fait que je peux tourner le volant à même pas une main, en fait à deux doigts je peux tourner le volant en toute tranquillité, et elle se raffermit au-dessus de 30 km/h. Donc pour les gens qui aiment avoir une surassistance de direction, c'est plutôt intéressant. Je suis pas très fan du sujet. J'ai l'habitude de conduire des voitures avec des directions assez lourdes, donc c'est vrai que moi il y a un manque de feeling avec ce genre de direction qui m'ennuie un petit peu. Par contre, quand on est sur des parcours comme ça où on roule à quelques dizaines de kilomètres/h, quand on roule pas très vite, ça peut être assez agréable. On a l'impression d'avoir un peu une voiture hyper agile, un peu une auto-tamponneuse, donc ça c'est bien, on va dire, de ce côté-là. Après, pour le reste, ça dispense pas d'un agrément particulier. Le moteur est assez agréable, par contre la boîte aussi, il n'y a rien de désagréable à emmener cette boîte de vitesse, donc ça c'est bien aussi. Et la suspension est plutôt correcte également. Quelques trépidations sur mauvais revêtement, mais rien de dramatique. Freinage, comme toutes les voitures modernes, on peut pas y émettre de critique non plus. Donc ça c'est bien. On va essayer de tenter la voie d'accélération là juste après. L'autoroute a l'air dégagée de l'autre côté. Donc bon, le parcours citadin dans la Panda, elle est faite pour ça, et elle ne souffre d'aucune critique, j'ai envie de dire. Jusqu'à 50 ça va. Là on va voir sur l'autoroute, pour l'instant je sais pas encore, hein. Là pour le moment on est bien. À 50, là je suis en quatrième, la voiture tourne à 1800 tours minute. Le tableau de bord m'annonçait une consommation moyenne autour de 6 litres d'eau au 100. C'est visiblement, d'après ce que j'ai vu des avis de propriétaires,
C'est un peu la consommation qu'on peut espérer avec un tel véhicule. Il y a des voitures qui font mieux dans ce gabarit-là, mais c'est pas non plus une ruine, hein, ça va. Nous avons l'honneur de conduire à côté de Gilles Panizzi. On l'a pas vu à la caméra, mais il nous a fait un truc sympa. C'est bien, ça fait plaisir encore. Je suis pas irréprochable, mais je fais pas des trucs de fou comme ça. Non, franchement, on n'a pas besoin d'accélérer fort avec ce moteur. En ville, il se mouvoie très bien. Il est franchement pas désagréable à emmener comme ça. J'avais pas cette même sensation sur la Fiat 500. Déjà, j'étais très mal installé à bord. Je me sentais à l'étroit, c'était rikiki. Je trouve cette voiture mieux faite que la Fiat 500. La position de conduite, elle est aberrante sur la Fiat, la 500. Là, ici, ça va. Elle est aussi certainement un petit peu plus légère. Donc le moteur est moins en galère. Donc ça c'est bien aussi. Il a une vivacité correcte. Là on arrive sur un parcours où il y a une petite côte autoroutière. Donc on va voir ce qu'il vaut. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment de possibilité de rouler à plus que 50-60. Bon là, à 1400 tours en côte en quatrième, il veut plus. Hein. Ce qui est normal aussi. Hein. Il n'y a pas de couple. En tout cas, par rapport à des 3 cylindres concurrents, genre le 900 cm3 SCE d'une Twingo, je trouve ce moteur beaucoup plus agréable. Il me semble moins à la peine que le moteur Renault. Plus tonique, ça c'est pas grand chose, hein. Mais les 200 ou 300 cm3 de plus de cylindrée font toute la différence à ce moment-là en termes de performance et d'agrément de conduite surtout. On a quelque chose de beaucoup plus agréable. Mais encore une fois, on peut pas aller beaucoup plus vite, hein. Là je suis à même pas 70 km/h. Puis c'est le défaut un peu de ces mécaniques avec des faibles puissances, c'est que pour dès qu'on est sur l'autoroute et qu'on veut s'insérer sans danger, enfin entre guillemets danger, c'est un peu compliqué, plutôt sans faire chier le monde, c'est un peu compliqué. Mais là franchement, malgré ça, c'est pas non plus même sur cette plage d'utilisation à 90, ça va encore, hein. Honnêtement, j'ai conduit des moteurs modernes bien moins agréables que ce moteur Fiat. Alors là sur autoroute ça sautille un peu la suspension, mais le niveau sonore est absolument correct. Franchement ça fait pas voiture de merde. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on pourrait appeler un minimum automobile. J'ai franchement pas l'impression j'ai conduit des voitures qui étaient nettement moins bien que cette voiture. Donc franchement, je me serais pas attendu à autant. Je savais que la Panda, ça a toujours été une bonne voiture de manière générale. Mais là, je trouve quand même que c'est un petit peu mieux que ce que je pensais. Il y a évidemment quelques défauts. Suspension sur autoroute n'est pas terrible, mais le niveau sonore est meilleur que ce que j'aurais pu penser. Le moteur moins en galère. On sent aussi qu'il y a, là aujourd'hui, la météo elle est pas terrible. Il y a un peu de vent. On sent
On sent que c'est pas hyper stable sur autoroute. Voilà, mais par contre en ville ça souffre d'aucune critique. Pour les amateurs de voitures citadines, la direction surassistée City, c'est un argument de poids. Donc ouais, non, c'est un véhicule que je pourrais aisément conseiller à qui a besoin d'une citadine pas trop vieille en critère 1, parce que le bilan fiabilité est honorable, parce que la conduite là en Ile-de-France, donc son terrain de jeu favori, ne souffre d'aucune critique. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une voiture qu'il faut entre guillemets assumer jusqu'au bout. Il ne faut pas prendre les versions haut de gamme, prendre des versions comme ça assez basses avec le minimum syndical, c'est-à-dire une radio, une clim, un verrouillage à distance. Et avec ça, on a une voiture qui est plutôt correcte, je trouve, moi, pour le coup. Donc pour une voiture citadine, c'est bien. Elle permet même de sortir des sentiers battus. Donc écoutez, si vous êtes en quête d'une voiture fiable, simple, économique et pas à l'ancienne, parce que vous n'avez pas forcément envie d'une voiture dite Youngtimer, je pense que c'est aujourd'hui un bon choix, cette petite Fiat Panda. C'est un bon produit, aucun problème là-dessus, c'est recommandé en tout point. Attention, uniquement en 1,2 litre, 1,3 litre diesel poubelle, et le Twinner machin, voilà. Ce qui va apporter en plus en termes de performance sur la route, essentiellement, on va beaucoup le perdre sur la fiabilité et sur le niveau sonore. Et puis le côté désagréable d'un moteur bicylindre, c'est un moteur avec un fonctionnement assez particulier. Donc bon, sans grand intérêt, je dirais, vaut mieux avoir de la cylindrée et d'un moteur atmosphérique qu'un petit moteur à turbo. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur YouTube. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.